De nos choses sur Éduc TV à la une de ce lundi. Une semaine après la rentrée scolaire, l'heure est à la première évaluation dans le Haut-Katanga 1. Responsables de l'éducation et inspection ont réuni leurs collaborateurs pour dresser les bilans du démarrage et rappeler les directives. La jeunesse congolaise appelée à la vigilance. La première ministre Judith Suminwa exhorte le Conseil national de la jeunesse à résister aux manipulations politiques et à miser sur des projets porteurs pour l'avenir du pays. Et puis en sport, la RDC croise le Sénégal ce mardi 9 septembre au stade de Martyrs. Un choc au sommet des éliminatoires du mondial 2026 entre le leader et son dauphin dans une enceinte entièrement requinquée pour l'occasion. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une semaine après la rentrée scolaire, le responsable de l'éducation et de l'inspection du Haut-Katanga 1 ont réuni leurs collaborateurs pour une première évaluation. Objectif, dresser les bilans du démarrage, rappeler les priorités nationales et provinciales et fixer le cap d'une année scolaire placée sous les sceaux de la gouvernance, de la qualité et de la citoyenneté. 5 jours après leur rentrée scolaire, un tandem de choc composé du Proved et de l'IPP du Haut-Katanga 1 a réuni le sous-Proved et les Inspoul ce vendredi 5 septembre 2025 dans la rotonde du complexe QLA pour une première évaluation. L'objectif, faire le point sur les débuts de l'année scolaire et donner le cap pour le mois à venir. Devant un parterre des collaborateurs sous-provinciaux, l'atmosphère était studieuse. Les chefs des sous-divisions ont présenté au Proved et à l'IPP leur rapport, fruit d'un travail de terrain minutieux. Des chiffres précis ont été mis en lumière. Le nombre d'écoles maternelles, primaires et secondaires, qu'elles soient publiques ou privées agréées, le nombre d'enseignants dévoués et surtout le nombre d'élèves filles et garçons qui ont repris le chemin de l'école. Ces statistiques qui couvrent du 1er au 5 septembre dessinent le tableau de cette rentrée et permettent de mesurer son succès. Les têtes de l'administration scolaire en province ont donné le ton pour l'année. Ils ont rappelé le thème national de l'année scolaire, gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Pour les autorités, ce thème est un véritable fil rouge pour tous les acteurs de l'éducation en province. Au cours de cette première réunion, le Proved et l'IPP sont intervenus sur des points pertinents. La pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, la promotion des mesures de la nouvelle citoyenneté, la lutte sans merci contre les antivaleurs en faisant respecter strictement toutes les instructions officielles. Dans un message clair et percutant, ils ont aussi rappelé à leurs équipes le respect strict des directives de la Mineta Raïssa Malou relatives à la rentrée scolaire, le respect du calendrier scolaire 2025-2026, ainsi que de l'arrêté provincial portant fixation de frais de scolarité, avant de clôturer avec les recommandations assorties de la revue annuelle des performances nationales. Cette première réunion, organisée par ces duos dynamiques, exprime une volonté ferme de faire de l'année scolaire 2025-2026 un succès en se basant sur la résilience et le respect des textes légaux. Le message passé, pour le Proved Joseph Mwinke-Uchenz et l'IPP Nicolas Nyangebizi, l'éducation des enfants est une priorité et chacun doit jouer sa partition pour une année réussie. À Mbanzangungu, l'Institut supérieur technique a vibré au rythme d'une triple cérémonie, collation des grades académiques, clôture de l'année académique et célébration du 15e anniversaire de l'établissement. Correspondance de Valérie Moukao. La cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année 2024-2025, combinée avec la célébration du 15e anniversaire de l'Institut supérieur technique de Mbanzangungu, IST en sigle, s'est déroulé le 6 septembre 2025 dans la province du Congo central. Cet événement marquait la fin d'un cycle d'apprentissage intense dédié à la formation des professionnels compétents et innovants, capables de créer des emplois et de contribuer activement au développement du pays. Sciences et technologies, gestion commerciale administrative, les sciences de santé avec 462 étudiants au total, 222 hommes, 240 femmes. L'Institut clôture l'année avec 426 étudiants avec un taux de perdition de 14%. Le directeur général Alexis Manzouangani a prononcé un mot de circonstance abordant l'historique de l'institution et les défis à relever. L'Institut supérieur technique de Mbanzangungu, qui vous accueille aujourd'hui, a été créé en 2010
après les fermetures des institutions amorcées par l'ancien ministre de l'Essu, Machako Mam. À sa création, l'IST de Mbanza-Ngungu s'appelait Institut supérieur des techniques appliquées et commerciales, en sigle ISTAC. Les moments appréciés, c'était la collation des grades académiques et la remise de diplômes. Il semblait que cet événement soit une occasion importante pour l'Institut supérieur technique de Mbanza-Ngungu, marquant à la fois la fin d'une année académique et un jalon significatif dans l'histoire de l'institution. Des retours à Kinshasa, le directeur général du CULPAC, Daniel Santoubiko, a remis au ministre universel de la paix, Dominique Koundé, son invitation pour la conférence internationale sur la paix en RDC. L'événement est prévu au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Le détail avec Chanchan Moutoupa. Après une présence remarquée et une intervention mémorable sur la paix en RDC au siège de l'Union européenne en 2023, 2 ans après, le ministre universel de la paix, sa grandeur Dominique Koundé Mpolo, est de nouveau invité dans la capitale européenne pour parler de la paix. Son invitation lui a été remise officiellement par le directeur général du Conseil universel pour la paix des nations et continents CULPAC, Daniel Santoubiko, accompagné par son conseiller diplomatique Patrice Salaga, en présence du directeur de cabinet du ministre universel de la paix. Votre souci majeur pour le social du peuple congolais, les Européens ont trouvé mieux de vous réinviter encore au niveau du Parlement pour tenir un bon discours qui sera fait sur la nation congolaise. L'homme de paix va participer à la conférence internationale sur la paix en RDC à côté d'autres autres personnalités. Nous sommes arrivés à rencontrer sa grandeur concernant l'invitation qui lui a été remise au niveau du Parlement européen pour cette grande conférence qui aura lieu le 1er octobre sur la République démocratique du Congo. Étant une très grande personnalité pour la paix, c'est pourquoi le Parlement européen a tenu mieux qu'il soit présent à ces assises. Étant une grande figure de rapprochement et de peuple, les thèmes qu'il doit exploiter, ça s'articule autour d'un seul peuple, une seule nation. Donc ça, c'est un thème rassembleur. Il est à noter que le ministre universel de la paix avait par la même occasion remis un cadeau au CULPAC pour ce grand travail que cette organisation internationale accomplit dans la recherche de la paix universelle. De nouvelles de la primature, la jeunesse congolaise appelée à rester vigilante. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a exhorté les conseils nationaux de la jeunesse à résister aux manipulations politiques et à se concentrer sur des projets porteurs pour l'avenir du pays. La jeunesse congolaise au centre de l'attention gouvernementale. En recevant la nouvelle équipe dirigeante du Conseil national de la jeunesse, la première ministre Judith Suminwa a lancé un appel fort, rester soudée et résister à toute manipulation politique. Elle a exhorté le CNG à faire preuve de responsabilité et d'esprit d'équipe tout en mettant en avant la nécessité de fédérer les énergies autour de projets concrets pour l'avenir du pays. De son côté, le nouveau président du Conseil, Claude Mbouyi, a présenté la vision de son bureau, mobiliser les jeunes autour du développement durable tout en plaidant pour une implication accrue face aux défis de l'insécurité, du chômage et de la dépravation des mœurs. Nous avons réitéré notre volonté de voir le gouvernement appuyer la jeunesse. Nous avons étalé les défis majeurs qui guettent notre jeunesse aujourd'hui, en l'occurrence la problématique de l'insécurité dans la partie Est et aussi dans certaines parties de la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué la problématique sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons évoqué les questions de la dépravation de mœurs dans le milieu des jeunes. Nous avons évoqué un ensemble de questions autour desquelles nous souhaitons et nous réaffirmons que Son Excellence Madame la Première ministre a accepté d'appuyer la jeunesse, d'appuyer le Conseil national de la jeunesse pour que cette institution, qui est
une institution qui a un rôle fédérateur, un rôle d'accompagnement, un rôle de plaidoyer sur les questions de la jeunesse et de l'interface entre le jeune, les gouvernements ou l'État et le partenaire technique financier puisse jouer son rôle à son bon escient. Le gouvernement a réaffirmé son appui à cette structure appelée à jouer un rôle clé dans la cohésion nationale et l'accompagnement des réformes. À Kinshasa, le gouvernement veut en finir avec les embouteillages chroniques. La première ministre Judith Suminwa a donné des instructions fermes pour accélérer les travaux de voirie et soulager la circulation dans la capitale. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa met la pression sur les services en charge de la voirie. Objectif, accélérer les chantiers en cours, fluidifier la circulation et améliorer le cadre de vie des Kinois, souvent confrontés à des embouteillages interminables. Au terme d'une réunion de suivi, le ministre des Infrastructures, John Banza, a annoncé des mesures concrètes, évaluation en temps réel des travaux, contrôle strict de leur qualité et accélération du rythme grâce à des équipes mobilisées jour et nuit. Le contrôle, nous le faisons de manière physique, donc nous descendons sur place, mais il y a une avancée, les travaux avancent, mais le rythme que nous voulons, c'est un rythme accéléré. C'est pour ça que nous avons demandé à ce que les entreprises travaillent en deux shifts, jour et nuit, pour que nous puissions finir ces travaux, aussi pas finir pour certains, sortir de la zone de danger. Les premières actions concernent notamment les opérations de dragage des confluents du fleuve ainsi que des interventions urgentes sur la route de Matadi, l'un des axes les plus critiques de la capitale. Au niveau de maternité, nous avons eu cette alerte-là. Je viens d'ordonner les services compétents de descendre sur terrain et évaluer rapidement les travaux à faire, parce que là, je ne peux pas comprendre qu'on y est revenu plus de 5 fois, et il doit y avoir, on doit trouver une solution définitive. Le gouvernement invite la population à garder confiance, rappelant que ces efforts visent à offrir durablement des routes praticables et une mobilité apaisée dans la capitale congolaise. Au chapitre santé, la campagne de vaccination contre la polio s'est poursuivie. Au-delà de délais prévus dans le Tanganyika, les vaccinateurs ont mené des porte-à-porte jusque dans le site de déplacés de guerre à Kikongo. Sur le 883 964 enfants entendus pour la vaccination contre la polio au Tanganyika, se retrouvent également 4 404 enfants du site de déplacés de guerre Kikongo. À 7 km de la ville de Kalemi, malgré la distance et la situation précaire dans cette partie du pays, les vaccinateurs ont parvenu à administrer le vaccin à tous les enfants qui s'y trouvent. Et les bénéficiaires en ont manifesté la joie. Vaccin wana ezosalisa bana makasi mama. Bana nanga bazalaki bana souffrance, malade ebele. Tala mato zomela eza mai mabe, place ya kolala eza mabe, biloko akola mabe. Mena vaccin na bango esalisi bana nangai. Qu'à la notienne, la population de Kikongo reste confrontée à tous les soucis de survie quotidienne, comme l'explique le secrétaire général du dit site. Quand il y a un cas de maladie, si ça nous surpasse, okay, nous l'acheminons directement à un centre de santé appelé Kifungo, qui est proche, presque proche d'ici à peu près à 3 km. C'est là où on achemine les malades. Quoi qu'il y ait des suffisances de médicaments là-bas, alors bon nombre de gens meurent en cours de route. Cas d'anémie, cas de choléra, cas de palie, c'est là aussi a occasionné plusieurs décès dans notre site. C'est ça un peu en amont. Nos enfants n'étudient pas. Nous sommes arrivés ici au mois de février. Alors, les enfants d'ici avaient déjà commencé à étudier. Ici, il a été difficile de trouver comment faire scolariser nos enfants. Pas de moyens. On nous disait la gratuité, mais on ne voit pas la gratuité en grande partie du fait que nous aussi, nos enfants n'étudient pas. Donc, depuis que nous sommes arrivés, nos enfants sont en train d'aérer dans les cours. Pour rappel, plus de 14 décès ont été enregistrés depuis leur installation sur ces sites, dont 7 enfants de moins de 10 ans et 2 autres, l'un de 10 ans et l'autre de 14 ans, suite au choléra, malaria et la rougeole.
Direction à présent la commune des Lingouala, les consortiums des ONG engagés dans le projet We Are Able a échangé avec différents partenaires dont des agences onusiennes et des ONG internationales et une rencontre pour présenter des résultats obtenus dans la promotion de la sécurité alimentaire inclusive au bénéfice de personnes vivant avec handicap. Un reportage signé Chanchan Moutou. Les échanges. C'est un plaidoyer en faveur d'une sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant avec handicap, mené ces jours face aux représentants des agences des Nations Unies, des ONG internationales et des partenaires techniques et financiers. Les consortiums regroupant plusieurs ONG, parmi lesquels la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO, à travers le projet We Are Able, ont profité de cette occasion pour présenter à leurs invités les réalisations encourageantes de ces projets menés dans 2 territoires de la province du Sud Kivu, à savoir l'île d'Idjwi et Kalehe. Nous avons voulu les pousser que ces différents partenaires, dans le cadre de leur programme, qui puissent aussi accorder des financements aux organisations des personnes vivant avec handicap pour pouvoir mettre en œuvre des projets liés à la sécurité alimentaire inclusive et aussi aux projets liés par rapport à la question de l'aide humanitaire et aussi par rapport à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Pour le représentant du programme de lutte contre la lèpre, cette séance de travail valait la peine. Il y a des avantages, il y a des bénéfices qui ont été générés par la mise en œuvre de ces projets. Alors nous avons voulu impliquer les agences du système des Nations Unies, impliquer les organisations internationales, impliquer les autres partenaires pour qu'ils puissent prendre la relève. Pourquoi même pas penser à une autre phase de ce projet We Are Able qui bientôt va pouvoir s'arriver. Il est à noter que le projet We Are Able arrive à son terme dès ce mois de septembre en cours. Il était plus qu'important pour les ONG membres du consortium de présenter les résultats de ce projet qui est plus que positif pour la sécurité alimentaire inclusive des personnes vivant avec handicap et voir en quelle mesure l'étendre dans d'autres territoires et autres provinces du pays, à l'instar d'autres pays africains où il a été mené. Et puis en sport, la RDC affronte ce mardi 9 septembre le Sénégal au stade de Martyrs, un choc au sommet du groupe B des éliminatoires du Mondial 2026 entre leaders et dauphins dans une enceinte entièrement requinquée pour la circonstance. Mardi 9 septembre 2025, le stade des Martyrs de la Pentecôte sera le théâtre du choc RDC Sénégal, comptant pour la 8e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ces chocs au sommet du groupe B, ce temple du football congolais a subi un coup de balai pour les mettre à la hauteur de l'événement. La pelouse synthétique a d'ailleurs reçu une visite de l'inspecteur de la FIFA, Anthony Aparaili, qui en a certifié la qualité et salué au passage le travail de maintenance effectué par l'équipe sud-africaine de la société Limonta. On a commencé l'inspection à 9h du matin, 8h30, 9h. On a fini à 14h. Il s'agit du test pour la FIFA, donc certification FIFA du terrain. Donc on a fait l'absorption des chocs, la déformation, le rebond vertical, le roulement, la planéité. Donc le terrain, il a déjà un certain âge, je crois 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Donc il n'est pas forcément dans l'état qu'il était il y a 4 ans. Par contre, on l'a trouvé en bon état pour FIFA Quality, c'est-à-dire qu'on va comparer les résultats au FIFA Quality. On n'a pas eu de problème particulier sur le terrain. Pour nous, la compétition peut avoir lieu. Et pour se rassurer du travail qui a été fait, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbou, a visité ce dimanche chaque compartiment du stade des Martyrs. En dehors de leur DG, les vestiaires ont fait aussi peau neuve. Les nombreux supporters qui viendront soutenir les Léopards ce mardi 6 septembre doivent être dans de bonnes conditions, les installations sanitaires n'ayant pas échappé à la vigilance du ministre des Sports et qu'accompagner l'administrateur de ces temples du football congolais. Leader de son groupe avec 16 points, ayant son destin en main, la RDC a besoin d'une victoire ce mardi sur le Sénégal pour se rapprocher davantage de son rêve de retrouver la Coupe du Monde de football 51 ans après sa dernière participation.
Voilà qui renferme ces sessions d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Éduc TV.